Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence à destination des seniors. La thématique d'aujourd'hui, le paiement sur Internet, deuxième partie. La première partie avait eu lieu l'année dernière, en fin d'année 2021. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Adapsia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de la Seine-Saint-Denis avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal Macias, je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées dans le département de l'Allier. Je serai votre hôte pour cette visioconférence. Donc, c'est moi qui fais l'accueil des participants, qui répond aux questions dans le chat ou qui interrompt Julien, parce que Julien, il maîtrise à fond. Il pourrait faire la visioconférence tout seul, pardon. Et je répondrai également aux questions techniques. Et puis à la fin, j'ouvrirai vos micros pour vous inviter à poser vos questions en direct. Julien, je te laisse prendre la main sur la présentation et puis faire ta présentation. Et n'oubliez pas évidemment de vous inscrire et de partager le lien sur movadom.eventbrite.com. Invitez plein de monde si vous êtes content de nos visioconférences. Plus il y aura de participants, plus on pourra vous en proposer. Bien, merci Pascal. Bonjour à tous. Bonjour à vous qui nous regardez sur YouTube. Vous êtes en replay, mais nous sommes en direct avec beaucoup de monde aujourd'hui. Et alors, tant qu'on est sur YouTube, profitez-en pour cliquer sur le petit bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications dès que de nouvelles vidéos arriveront. Cliquez aussi sur la cloche. Également, partagez toutes ces vidéos à vos connaissances, c'est bon pour la chaîne et n'hésitez pas à mettre des commentaires là en dessous de cette vidéo. Voilà, maintenant que cette partie YouTube est faite, je me présente, je suis Julien Napoli. Alors il y a marqué non intervenant parce que j'ai oublié de faire ça sur le slide. Je suis Julien Napoli, je travaille entre autres pour les jardins numériques. On est une association dans le 14e où nous faisons de l'aide aux seniors. Entre autres, on fait de la réparation d'ordinateurs et moi je suis informaticien depuis environ 22 ans. Voilà, alors aujourd'hui on va parler du paiement sur Internet, on va continuer de parler du paiement sur Internet, partie numéro 2. Voici le sommaire. Alors la partie 1, on avait expliqué ce que c'était, comment ça fonctionnait, mais ça on va le revoir là. Je vais faire 2-3 slides de rappel pour vous remettre dans le bain. Euh, la partie 1, donc on a vu comment se déroulait un achat sur un site marchand. Ensuite, on a défini quelques termes. On a vu le paiement par carte. Le paiement par carte, on l'a vu sous toutes les coutures. J'ai fait un rappel historique de la carte bleue, comment ça fonctionne. Et ensuite, j'ai fait une comparaison du paiement dans la vraie vie avec sa carte, du paiement de tous les modes de paiement disponibles par carte. Et on a comparé ça avec le paiement par carte sur Internet. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut payer des trucs sur Internet par virement. On verra également PayPal et Internet Plus. On verra également le paiement par tiers de confiance. Et on verra aussi comment reconnaître une boutique digne de confiance. Donc, je vous donnerai quelques astuces. Attention, ça sera toujours à prendre avec des pincettes. Et on verra aussi les recours en cas de fraude. Et on expliquera à quel type de fraude on peut être confronté. Alors, déroulement d'un achat sur un site marchand, on va faire un bref rappel. Donc, le client se rend sur le site marchand, sélectionne ses articles qu'il souhaite acheter. La sélection des articles constitue un panier ou un caddie virtuel. On appelle ça un panier parce que caddie, c'est une marque. Le client valide son panier, il rentre ses coordonnées, il met son adresse de livraison, son adresse de facturation, un email, un numéro de téléphone. Alors l'adresse de livraison, c'est valable uniquement si vous avez besoin de vous faire livrer des choses. Si ce sont des services que vous achetez en ligne, il n'y a pas besoin d'adresse de livraison, seulement une adresse de facturation. Ensuite, le client choisit, le cas échéant, son mode de livraison, choisit son mode de paiement. Donc la dernière fois, on a vu le mode par carte bleue. Aujourd'hui, on verra les autres moyens de paiement disponibles. On procède au paiement et la commande est validée et le marchand expédie sa commande. Alors, vous ne voyez pas les animations sur YouTube, mais nous, en direct, on voit les animations. Je vous rappelle que c'est la version super méga simplifiée. D'accord? Donc, grosso modo, ça se passe comme ça. C'est quasiment pareil que dans la vraie vie. Vous allez au magasin, vous mettez vos articles dans le panier, vous passez à la caisse et vous payez et vous partez.
Alors, on va redéfinir les termes utilisés. On avait parlé d'authentification dans le cadre d'un paiement. Donc, c'est un processus qui permet au système informatique de s'assurer de la légitimité de la demande afin d'autoriser ou interdire la poursuite du paiement. Ce processus vise à confirmer que la personne qui souhaite procéder au paiement est bien celle qu'elle prétend être. Il existe 4 facteurs d'authentification classiques qui peuvent être utilisés dans le processus d'authentification. Donc, si vous avez votre carte, il ne s'agit pas d'aller sur Internet et de payer, de mettre les numéros de carte. Il y a énormément de systèmes de sécurité derrière qui vont essayer de savoir si vous êtes bien le détenteur de la carte. Donc, ils vont vous demander quelque chose que vous connaissez, c'est-à-dire un code. Ils vont vous demander quelque chose que vous possédez. Donc là, en l'occurrence, c'est une carte avec les numéros qui sont dessus, ou même un téléphone. Ils vont vous envoyer un SMS dessus. Le téléphone même va avoir des doutes sur votre identité. Il va vous demander de le déverrouiller, soit par un code, soit par une empreinte, soit par quelque chose que vous êtes. Euh, ou même quelque chose que vous savez faire sur le téléphone, c'est-à-dire un zigouigoui, un petit dessin. Donc, j'avais mis des petites icônes pour les facteurs d'authentification. Voilà. On avait défini aussi ce que c'était qu'un terminal de paiement, le TPE. Donc, le TPE, c'est la machine à carte. Tout simplement, c'est la machine à carte qu'il y a chez votre commerçant. Eh bien, il existe des machines à carte physiques, des vraies machines dans lesquelles vous mettez la carte, mais il existe aussi des machines à carte virtuelles qui sont en fait des logiciels. Donc, c'est un appareil électronique capable de lire les données d'une carte, d'enregistrer une transaction et de communiquer avec un serveur d'authentification à distance. C'est ce qu'on appelle la machine à carte. Alors, on avait vu également que le paiement par carte bancaire, on avait fait du pire au meilleur. Par correspondance ou par téléphone, c'était pas terrible parce que vous envoyez quand même vos numéros de carte à quelqu'un sur un bout de papier, vous savez pas ce qu'ils vont faire. On avait vu qu'il y avait le sabot, c'était à peine mieux parce que là, ça nécessitait d'avoir la vraie carte physique et une signature. Le paiement en surface, il a toutes les conditions de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut connaître un code, disposer de la carte, éventuellement même faire une signature. Et pour payer sur Internet, c'est là qu'il y en a encore plus. Je pourrais en mettre 10 autres icônes, tellement il y a besoin de faire des vérifications dans tous les sens. Il faut le téléphone, il faut déverrouiller le téléphone. Voilà, ça fait énormément de vérifications. Donc sur Internet, en fait, c'est ça devient un parcours du combattant presque pour payer sur Internet avec sa carte bleue, tellement il y a des vérifications, mais qui sont faites pour la bonne cause. Alors maintenant, on va parler du virement bancaire. Alors je vais faire un rappel sur comment ça fonctionne le virement bancaire. Donc c'est une opération d'envoi et de réception d'argent entre deux comptes bancaires, soit dans le même pays ou la même banque, soit entre deux pays de l'espace économique européen inférieur à 50 000 euros. C'est ce qu'on appelle le transfert SEPA. Ou alors, c'est entre deux pays très différents. Dans ce cas-là, ça utilise le système SWIFT. Celui qui envoie le virement, c'est le donneur d'ordre et celui qui reçoit l'argent, c'est le bénéficiaire. Un virement bancaire, sachez-le, est irrévocable. C'est koh la décision est irrévocable. Il n'est pas possible d'annuler un virement. Vous avez envoyé l'ordre de virement, une fois que c'est dans le tuyau, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas le rattraper au passage pour l'annuler. Il est possible toutefois de faire une demande de retour de fonds qui nécessite l'accord du bénéficiaire. Donc en fait, pour annuler un virement, il faut que le bénéficiaire, lui, fasse le même virement dans l'autre sens, s'il veut bien. Un virement est réalisé en 24 heures en moyenne, mais il peut prendre jusqu'à 3 ou 4 jours en fonction des banques, en fonction des jours fériés, en fonction des pays, en fonction de tout un tas de trucs. Mais grosso modo, c'est 24 à 48 heures. Il existe des virements qui prennent un chemin beaucoup plus rapide, mais ce n'est pas encore complètement démocratisé en France. Moi, je fais des C'est paiements. souvent des options payantes. C'est peut-être même parfois des options payantes. Ouais. Moi, Euh, moi, sur mes banques, j'ai faire le virement instantané pour 1 euro, je crois, ou 10 centimes, je sais plus exactement. voilà. Ouais, Alors moi, j'ai des comptes dans plein de banques, y compris à l'étranger. Et je sais que quand je mais fais un... ça, surtout au Caïman, Non, non, non. non? Non, non, j'en ai partout dans le monde. J'ai un compte aux États-Unis. Alors ça, par contre, ça c'est un truc qu'on pourra faire. Note pour plus tard, faire un webinaire sur les banques en ligne, les avantages. Et Et Dieu les sait qu'il y inconvénients. a énormément d'avantages à avoir des banques en ligne, 100% en ligne, à l'étranger.
Il y a des banques, vous connaissez N26 qui est la banque allemande, mais alors on connaît Revolut, on connaît Orange Bank, on connaît certaines banques maintenant, des néobanques en ligne qui arrivent sur le marché français, mais ça existe depuis longtemps à l'étranger. Et il y a également TransferWise. Ça, imaginez que vous faites un virement bancaire aussi rapidement qu'avec PayPal. Ça fait rêver. Et alors ça, note pour plus tard, les banques en ligne étrangères, les avantages et les inconvénients. Note pour plus tard. Tiens, levez la main, ceux qui s'intéressent, de savoir comment est-ce que en 5 minutes on peut ouvrir un compte en Allemagne avec N26 ou dans n'importe quel pays du monde, ou presque, avec TransferWise. Alors, ok, bon, donc note pour plus tard, j'en parlerai à Gwendoline. Je vous ferai une présentation parce que alors, je fais une toute petite digression. Si vous avez de l'argent à cacher ou que vous avez besoin des transferts à l'étranger, alors effectivement, oui, la première idée, c'est d'essayer de truander le fisc. Non, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas truander le fixe parce que vous êtes obligé de déclarer tous les comptes que vous avez à droite à gauche. Néanmoins, si vous en avez marre d'avoir votre banque de quartier qui vous prend 17,50 € par mois pour des services qui ne font jamais et que de toute façon vous êtes obligé d'aller au guichet, de demander à Micheline si elle veut bien faire le transfert et qu'elle vous dit ah, faut que j'envoie un fax et tout ça. Voilà, si vous en avez marre des complications des banques françaises et que vous voulez faire des virements à l'étranger parce que vous avez de la famille à l'étranger et que vous voulez pas que ça vous coûte un centime, ça on va en parler. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous pouvez envoyer un compte, vous pouvez même partir à l'étranger, mettre de l'argent sur un compte euh, et partir à l'étranger avec votre carte de chez TransferWise et aller payer votre café en pesos au Mexique, ça vous coûtera que dalle. Voilà, ça on va en parler, c'est génialissime. Moi je l'ai utilisé à titre professionnel et à titre personnel. Alors, on retourne sur le virement bancaire. Donc le virement SEPA, pour faire un virement SEPA, c'est pas qu'on sait pas, mais il faut le faire. Voilà, ça je l'ai fait. Il faut indiquer le montant en euros. Il faut indiquer le numéro du compte à débiter, donc votre compte à vous, pas le compte du voisin, ça marchera pas, hein. Il faut donner ensuite les coordonnées bancaires du compte à créditer. Donc, ça peut être soit un IBAN. Alors, IBAN, c'est un identifiant international du compte bancaire. C'est en fait tout un tas de nombres qui, une fois reconstitués, vous permettent de retrouver le code agence, l'indicatif de la banque, votre numéro de compte, la clé, tout ce genre de choses. Donc, l'IBAN, c'est super pratique. Il n'y a pas que les pays d'Europe qui utilisent le système d'IBAN. Moi, je croyais qu'il n'y avait que les pays d'Europe. Mais en fait, non, l'IBAN, c'est un format de compte bancaire qui est très largement reconnu, répandu dans le monde. Donc il faut donner donc l'IBAN, il faut aussi donner le BIC, qui est aussi appelé SWIFT. Ensuite, il faut donner une référence pour indiquer la raison de la transaction. Vous ne pouvez pas envoyer de l'argent comme ça juste en mettant rien. Vous mettez c'est les étrennes ou alors facture numéro XYZ ou alors vous mettez une référence. Ou alors peut-être même que c'est la personne à qui vous devez de l'argent il va vous donner une référence précise à mettre dans ce champ-là. C'est pour que la compta puisse après faire le lien entre un virement qui arrive et une facture en attente. Alors maintenant, le paiement par virement sur Internet, maintenant qu'on sait comment ça marche, un virement. Donc, les sites qui proposent ce moyen de paiement, pour les sites qui proposent ce moyen de paiement, tous les sites ne le proposent pas. Donc, le client valide sa commande sur le site marchand et choisit de payer par virement. La commande est mise en attente sur le site du marchand. Donc, attention, si vous commandez des produits sur un site marchand et que vous décidez de payer par virement, la commande, elle est mise en attente, mais les produits ne sont pas forcément réservés. Si vous commandez des services, c'est autre chose. Donc le client reçoit les instructions de paiement, c'est-à-dire qu'il reçoit le montant à payer, les coordonnées bancaires du site marchand avec l'IBAN et le BIC, et une référence obligatoire à indiquer. Ensuite, le client procède au virement. Il va en agence, donc il se déplace,
Voilà, il fait la queue au comptoir, il dit voilà, j'ai un virement à faire. Elle va vous dire pourquoi. Je dois envoyer 102,50 €. Ah bon? Comment ça? Oui, faites le virement, s'il vous plaît, madame. Arrêtez. Donc voilà. Donc, sauf si vous connaissez bien la guichetière. Voilà. Donc, vous remplissez un papier avec un stylo, vous mettez bien les zéros dans les cases comme il faut. Voilà. Et puis, si l'agence, elle est sympa, elle vous fait pas payer, sinon, vous payez 7,50 € ou 2,13 € pour frais de dossier pour faire le virement. Voilà. Ou alors, vous allez donc sur le site internet de votre banque. Donc, vous vous enregistrez sur votre site internet. Vous dites, je veux faire un virement. Et là, alors là, par contre, ça m'intéresse de savoir parmi vous, et vous êtes nombreux, lesquels sont dans ce cas. Moi, je sais qu'au Crédit Lyonnais, si je veux faire un virement sur un IBAN étranger, je peux le faire directement. Je mets l'IBAN étranger. Alors, pour peu que j'ai autorisé les pays en question comme destinataire de virement, mais je peux mettre un IBAN étranger et je peux faire sur le site le virement quasiment instantanément. Je mets le montant, j'envoie, c'est fait. Si jamais je veux faire un virement sur un IBAN français, tenez-vous bien, accrochez-vous bien, il faut que je mette l'IBAN donc du destinataire. Et là, le Crédit Lyonnais, c'est pas pour leur faire de la mauvaise pub, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Le Crédit Lyonnais va me dire, ah, vous voulez envoyer de l'argent à un Français? Espèce de petit voyou. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va vous envoyer une lettre par la poste. Je dis, mais je suis sur Internet, là, je suis à deux doigts d'envoyer des sous. Je dois attendre un code je dois attendre un code par le courrier. Il fait oui. On est vendredi, on vous envoie la lettre, vous la recevrez mercredi. Et pendant ce temps, ma cafetière que j'ai commandée sur mon site, là, elle attend. Voilà. Ça se trouve, elle sera plus en stock. Donc, je guette le courrier. Je reçois une lettre. Vous avez osé demander à faire un virement vers un IBAN français. Honte à vous. Voici un code. Attention, faut enlever l'étiquette et faire gaffe à enlever l'étiquette et pas détruire le code qui est derrière. Donc je retourne sur mon interface de mon site web, de ma banque. Je retrouve mon IBAN en attente et je mets ce fichu code. Et là, il veut bien faire le virement. Voilà. Donc en France, c'est comme ça que ça se passe au Crédit Lyonnais pour faire un virement vers un IBAN français. Donc, si je veux aider le commerce français, le commerce local et payer par virement, je suis obligé de faire ce cirque. Et il y en a qui se plaignaient que payer par carte sur Internet, c'était compliqué. Voilà. Alors maintenant, levez la main ceux chez qui c'est moins compliqué que ça. Vous êtes trois. Trois. Voilà. Alors, évidemment, moi, je suis tombé chez LCL où c'est compliqué. Mais sur le site de je ne sais pas qui d'autre, la BNP, Crédit Mutuel, on va tous les citer, peut-être que c'est beaucoup plus simple. Mais tout ça, ça nécessite ça nécessite d'aller sur votre interface de votre site web. Vous pouvez également faire votre virement directement sur votre smartphone avec l'application de votre banque, pour peu que ce soit pas le même cirque que ce que je viens de décrire. À la réception du virement, quelques jours plus tard, le marchand débloque la commande, pour peu qu'il y ait du stock encore. Alors, il est également possible de payer par prélèvement. Alors, un prélèvement, c'est un virement, mais à l'envers. Pour les sites qui proposent ce moyen de paiement, c'est un mode de paiement qui est idéal pour les abonnements. Donc, si vous décidez de vous abonner à un magazine en ligne ou à un service ou à un site qui propose des webinaires en ligne ou un site qui propose tout un tas de services en ligne et que c'est par abonnement, on a vu qu'on peut payer par carte bleue virtuelle par abonnement, pour les abonnements, mais vous pouvez aussi euh, payer par prélèvement. Donc, il existe quand même, par contre, là, il existe une protection contre les paiements encaissés à tort ou frauduleusement. Sachez-le. Le client reçoit ou télécharge un mandat de prélèvement. Donc, c'est donc l'autorisation que donne le débiteur de prélever à tout moment son compte bancaire, à condition de l'en informer au préalable. C'est très important.
Un mandat de prélèvement, ça se fait jamais sans l'accord de la personne qui sera débitée. Donc ça peut être soit un mandat papier, donc vous recevez quelque chose par mail, vous l'imprimez, et donc c'est un document à remplir et à signer par le client que vous allez retourner à l'attention du créancier par courrier postal. Donc vous imprimez ce truc-là, vous le signez, vous l'envoyez au créancier, et puis après c'est le créancier qui va s'occuper auprès des banques de faire le nécessaire. Alors, pour aller plus vite, il y a ce qu'on appelle le mandat électronique. Alors là, on va se rapprocher, pardon, on va se rapprocher de ce qu'on a vu tout à l'heure pour le paiement par carte. C'est un cirque un peu plus simple, mais c'est le même genre de tour de passe-passe. Donc, le mandat électronique, c'est similaire au mandat papier, mais il doit être validé au moyen d'une signature électronique. Alors, je fais une aparté sur la signature électronique. Une signature électronique, c'est pas un gribouille, un gouigoui que vous faites avec la souris sur votre ordinateur, non. La signature électronique, ouais, attends, tiens, regarde, je vais faire une signature électronique, c'est pas un dessin que vous faites et que vous scannez, que vous envoyez. Non, c'est pas ça, une signature électronique. La signature électronique, ça va signer, ça veut dire prouver que c'est bien moi qui a fait ce gris-gris sur le document, puisqu'il y a que moi qui sais faire ma signature. Donc la signature électronique, ça va permettre de authentifier, on se rappelle du vocabulaire, ça va permettre d'authentifier la personne qui fait la signature parce que par des moyens électroniques, on a réussi à savoir que c'était bien elle. Donc, la signature électronique, ça passe par l'envoi d'un email au débiteur avec un lien vers le mandat à signer électroniquement. Donc, vous recevez un mail, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page pour dire voilà, il s'agit de payer, de faire un mandat pour tel site web, pour tel montant par mois, pour tel montant, pour telle durée. Si vous êtes d'accord, vous cliquez sur le lien et vous recevez un SMS. Voilà, un SMS sur votre téléphone. Donc, il faut débloquer votre téléphone. Dans la page du site web du mandat, vous allez saisir le code que vous venez de recevoir par SMS. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton envoyer. Et là, l'envoi du mandat électronique signé se fait aux deux parties. Donc, vous recevez une copie de ce mandat par email et l'autre partie reçoit également ce mandat. Et le fait d'avoir fait ces allers-retours entre une page web, un code reçu par SMS et un code rentré par SMS, ça, ça valide le fait que on s'est bien adressé à la bonne personne. L'autorisation de prélèvement bancaire est alors immédiate. On gagne du temps. Donc ça veut dire que vous pouvez vous abonner par prélèvement à un service ou un site d'information en ligne par prélèvement, et pour peu que ça ait fait suivi ce cheminement, eh ben, votre abonnement est validé instantanément. Donc vous voyez que le mandat électronique, on est pas mal. PayPal, levez la main ceux qui utilisent PayPal. 1, 2. Merci, vous pouvez baisser les mains. Levez la main ceux qui aimeraient utiliser PayPal. Ah, vous êtes nombreux à vouloir utiliser PayPal. Eh ben, vous avez bien raison parce que c'est vraiment pratique. Alors, PayPal, c'est apparu. Tu as PayPal? Bah, parfait, Cathy. Alors, PayPal, on va faire un peu d'historique, c'est une entreprise américaine qui est née en 1998 et qui offre un système de services de paiement en ligne dans le monde entier. Parce qu'à l'époque, pour payer sur Internet, il y avait les virements. Il fallait envoyer des virements, envoyer des chèques. Alors oui, on n'a pas parlé du paiement par chèque. Si le paiement par chèque n'est quasiment plus accepté nulle part chez tous les commerçants de surface, peu sont les sites web qui acceptent de recevoir les paiements par chèque. On le verra dans les webinaires des arnaques,
Mais un chèque volé ou un chèque falsifié, c'est assez facile à faire et ça entraîne tout un tas de complications que les commerçants ne veulent plus. Voilà. Donc, au début, enfin, donc à la fin des années 90, le paiement par carte a commencé à apparaître et c'était assez contraignant. Donc, il y a des petits malins qui ont dit, viens, on va faire une solution, vu qu'on est sur Internet, on va créer une solution de paiement digne de ce nouveau monde qu'est Internet. Donc, c'est apparu en 98. La plateforme sert d'alternative au paiement par chèque ou par carte bancaire. PayPal est considéré comme une plateforme de paiement qui est utilisée pour les sites marchands, les sites d'enchères ou le transfert d'argent entre deux personnes ou sociétés. Comment ça fonctionne? Alors, pour info, il me semble que c'est Elon Musk qui était dans le coup de PayPal. Et donc ce gars-là, il avait déjà une belle vision d'avenir. Il a révolutionné le paiement sur Internet. Et maintenant, il s'occupe juste d'essayer d'envoyer des gens sur Mars. Donc une belle ascension pour Elon Musk grâce à PayPal. Alors ça se trouve, c'est pas lui, mais je crois qu'il y a quelque chose. Si c'est pas dans PayPal, en tout cas, il était dans quelque chose comme ça. Si, il était dans PayPal. Merci Pascal pour la confirmation. Donc, comment ça fonctionne? Le service que propose PayPal permet de payer en ligne sans communiquer ses coordonnées bancaires en s'identifiant simplement avec son adresse électronique et un mot de passe. Ah, c'est pas mal. Comme pour un compte bancaire classique, il est possible d'alimenter son propre compte PayPal à l'avance. Donc on peut alimenter. Il est également possible de ne pas alimenter le compte PayPal à l'avance. On définit alors une source d'approvisionnement qui peut être une carte bancaire ou un compte bancaire qui sera automatiquement débité au moment de la transaction. Pour les sites marchands, PayPal peut servir à accepter les paiements par carte. Carte bleue Visa, Mastercard, American et tout ça, toutes les cartes possibles. PayPal se rémunère en prélevant une commission sur chaque transaction auprès du site marchand. Et ils prennent beaucoup quand même, hein, ils prennent 3%, et au-delà d'un certain volume, ils prennent moins. Mais franchement, pour toutes les fois où j'ai eu à vendre des choses avec PayPal, les 3%, c'est bien volontiers qu'ils se les prennent, hein, voilà. Euh, J'utilise d'autres plateformes qui prennent 1%, donc c'est quand même moins cher. Mais franchement, pour le service qu'apporte PayPal, la puissance qu'il y a derrière PayPal, 3%, moi, c'est bien volontiers que je les donne. Euh, alors, à savoir, un utilisateur de PayPal peut créditer son compte en effectuant un virement SEPA depuis son compte bancaire personnel au même nom vers l'IBAN personnalisé fourni par PayPal. C'est-à-dire que vous ouvrez un compte PayPal, il y a 0 dessus. Vous allez définir. Alors, PayPal il dit voilà, maintenant vous êtes gentil, mais il va falloir mettre de l'argent dessus. Alors, vous allez dire oui, ça tombe bien. Avec ma banque, je peux envoyer des virements à l'étranger. Donc là, PayPal va vous fabriquer un IBAN qui sera votre IBAN à vous et que vous ne pourrez transmettre à personne. Je l'ai déjà fait, on a perdu des sous. C'est-à-dire que on a voulu envoyer 100 euros. Mon frère il voulait envoyer 100 euros sur son compte PayPal. Moi, je lui ai donné mon IBAN PayPal. Ça n'a jamais marché, on n'a jamais récupéré nos sous. Donc, pour envoyer des sous par virement, faites attention. Vous allez sur votre compte PayPal, vous allez sur Je veux envoyer de l'argent. Ils vont vous demander comment. Ils vont vous dire par virement. Ils vont vous dire voilà, si vous voulez alimenter votre compte PayPal en nous faisant un virement, veuillez utiliser cet IBAN-là et pas un autre. Parce que vous allez envoyer de l'argent sur ce compte PayPal qui est à votre vrai nom, à votre vrai prénom, donc qui est à Jean-Michel Duchemol. L'émetteur du virement doit aussi s'appeler Jean-Michel Duchemol. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre qui ne s'appelle pas exactement nom, prénom, qui n'a pas la même identité, ne pourra pas envoyer des sous dessus et ne reverra jamais ses sous de toute façon. Donc, c'est un système que l'on voit dans d'autres services.
Mais quand vous voulez envoyer de l'argent sur votre compte, que ce soit un compte PayPal ou que ce soit un compte à vous en ligne, bien souvent, l'émetteur, ça sera vous, donc à votre identité, nom, prénom, et le récepteur, ce sera vous aussi, mais chez PayPal ou chez l'autre service en ligne. Et il faut que ça matche. Et il faut que ce soit le même nom, prénom qui envoie au même nom, prénom. Vous envoyez de l'argent à vous-même depuis votre banque à votre nom. Ça marche. C'est tout simplement pour éviter que n'importe qui envoie n'importe quoi, de l'argent à n'importe qui, et que on sache pas d'où ça vient, et que vous imaginez bien les problèmes de sécurité et même de traçage d'argent. C'est la porte ouverte à tout le blanchiment. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Donc vous envoyez un virement de vous à vous. Les transferts d'argent entre deux comptes PayPal sont immédiats. Donc si je veux, alors oui, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que la première fois que vous allez que vous allez alimenter votre compte PayPal, envoyez un tout petit montant. Envoyez 10 € maximum. Juste pour voir déjà combien de temps la transaction va mettre et si ça arrive bien chez vous. Si ça arrive bien sur votre compte PayPal. Une fois que votre compte PayPal sera alimenté, que vous allez bien recevoir les 10 €, vous pourrez envoyer plus d'argent et créditer votre compte PayPal. C'est comme si vous aviez en fait une cagnotte en ligne. Alors maintenant, si je veux envoyer 3,50 € à Pascal parce que l'autre jour il m'a payé un café, c'était un café gourmand, et ben Pascal m'envoie son adresse email. Moi, je vais dans mon interface PayPal, je fais envoyer de l'argent à telle adresse email. C'est ça qui est un peu magique avec PayPal, c'est qu'on envoie de l'argent à une adresse email. C'est complètement fou. Et en fait, donc pour peu que Pascal ait également un compte PayPal, PayPal va me dire oui, c'est bon, on a quelqu'un avec cette adresse email à qui vous pouvez envoyer de l'argent. Hop, j'envoie 3,50 €, pouf. Pascal, lui, qui attend son argent de l'autre côté de son écran, il rafraîchit la page, et quelques secondes plus tard, pouf, son compte est crédité, vous avez reçu 3,50 € de Julien Napoli. C'est super pratique. C'est super pratique pour payer des choses en ligne, mais c'est aussi super pratique pour envoyer des sous à ses proches. C'est quand même super. Et c'est gratuit. Quand on s'envoie de l'argent de particulier à particulier, PayPal prend 0 comme commission. Donc si vous voulez envoyer de l'argent à vos amis ou à votre famille à l'autre bout du monde, vous pouvez utiliser PayPal. Alors, attention, au-delà d'un certain montant, va falloir commencer à donner un petit peu plus de documents pour vérifier que c'est pas du commerce déguisé, mais c'est quand même super pratique pour envoyer 100 balles à fiston. Le client peut payer avec son compte PayPal même si les fonds sont insuffisants. Toutefois, la transaction mettra plus de temps car PayPal doit effectuer un prélèvement sur la carte bleue enregistrée ou via le mandat SEPA. Donc vous allez sur PayPal, vous pouvez faire soit de votre initiative envoyer un virement vers votre compte PayPal, soit faire un mandat électronique comme on vient de voir précédemment, auquel cas vous autorisez PayPal à aller piocher sur votre compte bancaire s'il a besoin. Ou alors vous pouvez également enregistrer une carte bleue. Vous enregistrez votre carte bleue dans PayPal, donc PayPal va conserver les coordonnées de votre carte bleue en mémoire. Et si vous avez besoin de payer un article qui coûte 57 € et que sur votre compte vous n'avez que 34 €, eh bien PayPal va aller prendre la différence sur le moyen de paiement que vous avez défini. Et ben donc du coup, il ira prendre la différence sur votre carte bleue. Donc ça va mettre un tout petit peu plus de temps, le temps que la transaction se fasse, parce que effectivement, PayPal va devoir aller piocher de l'argent ailleurs que dans votre cagnotte. Le client peut payer un abonnement avec PayPal et il sera débité périodiquement. C'est très bien aussi pour les abonnements. L'avantage, c'est que vous pouvez remplir votre cagnotte PayPal et payer par PayPal tout un tas de trucs. L'argent n'est pas sur votre compte bancaire à vous. Il est dans votre cagnotte PayPal et donc vous pouvez limiter le montant qu'il y a dessus et sans crainte de vous faire siphonner votre compte. Un client peut payer en passant par PayPal, même sans compte PayPal. Il effectuera alors le paiement classique via carte bleue, PayPal faisant alors office de prestataire de paiement. C'est-à-dire que vous pouvez aller acheter quelque chose sur un site marchand et le site marchand vous propose uniquement PayPal. Vous dire, bah oui, mais moi j'ai pas de compte PayPal, comment je vais faire pour payer? PayPal se dit, c'est pas grave.
Moi, je m'occupe juste, vu que je sais comment ça marche les banques et les paiements par carte bleue, euh, PayPal va vous dire, moi, je m'occupe juste de prendre l'argent sur votre carte bleue et de le donner au marchand, et vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte PayPal. Un utilisateur de PayPal peut ouvrir des sous-comptes dans d'autres devises que de l'euro. Alors oui, tiens, oui, c'est ça ce que je voulais dire. L'IBAN que PayPal va vous fournir pour envoyer des sous dessus, ce sera un IBAN soit allemand, soit belge. Donc, voyez avec votre banque si vous avez le droit d'envoyer de l'argent en Belgique, même si c'est sur PayPal. Peut-être même que ce sera un IBAN luxembourgeois, parce que le siège de PayPal Europe est au Luxembourg. Mais donc, vous pouvez ouvrir des sous-comptes dans d'autres devises. Alors, vous avez le dollar, la livre sterling, les francs suisses, le pesos ou tout un tas de trucs. Et ça, c'est super pratique quand vous avez besoin de payer des produits ou des services sur des sites étrangers, auquel cas, vous avez 100 euros sur votre compte, vous voulez acheter quelque chose qui coûte 30 livres sterling. Vous faites la conversion de compte à compte. Donc là, la conversion, elle va se faire au taux interbancaire, c'est-à-dire PayPal va prendre rien du tout dessus. Vous allez juste convertir des euros en livres sterling. Vous aurez vos 30 livres sterling. Vous allez pouvoir payer votre mole de cheddar, 30 livres sterling, par PayPal. Et ça vous aura coûté zéro frais. Ça, c'est pas mal aussi pour payer à l'étranger. Alors, je suis obligé de faire rapide parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Si vous voulez, alors oui, si vous voulez, note pour plus tard, euh, on peut faire également un atelier PayPal, c'est-à-dire que je prends 8 d'entre vous et on fait un atelier PayPal dans lequel on ouvre un compte PayPal ensemble et on fait toute la procédure jusqu'à faire un paiement. On va payer un truc sur Internet, une bricole. Levez la main ceux qui sont intéressés pour Levez la main ceux qui sont intéressés pour faire un atelier PayPal un jour. Si vous ne savez pas, je vous prends par la main et on ouvre ensemble un compte PayPal. Alors vous qui nous regardez sur YouTube aussi, mettez dans les commentaires ou alors contactez Movadom pour savoir si vous êtes intéressé pour faire un jour un atelier PayPal avec moi. 5, voilà, vous êtes 5, bah, c'est pas mal. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va voir un peu la petite galerie des horreurs, le paiement par Internet Plus. Euh, Internet Plus, vous avez peut-être vu ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais vous laisser vous-même vous faire votre avis. Alors ton compte est ouvert mais perdu. Bah ça on verra. Alors on verra si on peut le récupérer. Alors Internet Plus, c'est une solution. C'est une solution de. Je bois un coup. Voilà, c'est une solution de paiement sur facture opérateur qui a été créée le 14 juin 2005. Donc de la même manière que à l'époque, vous aviez le téléphone rose et puis ça allait vous pomper votre facture de téléphone. Internet Plus, c'est le même schéma. C'est-à-dire que vous allez payer sur votre facture Internet. Ça a été créé par l'A2FM, l'Association française pour le développement des services et usages multimédia et multi-opérateurs. Ça a été adopté par Bouygues, Free, Orange, SFR. France Télécom, non pas France Télécom. Bah si, Orange. Comment ça fonctionne? Ça permet aux internautes d'effectuer un achat ou de souscrire un abonnement depuis n'importe quel site web en quelques clics et de reporter le montant du paiement sur sa facture mobile ou fixe Internet mensuelle. C'est pas mal ça. Il peut être demandé de saisir des identifiants avant d'effectuer la transaction, mais ce n'est pas le cas pour tous les opérateurs mobiles ou fournisseurs d'accès à Internet. Cette solution dispense toute utilisation de cartes ou de coordonnées bancaires. À savoir, on lui reproche un parcours de paiement trop fluide, au détriment de la conscience d'achat. Vous voyez, pendant tout ce temps, on s'évertue à parler de confiance. Est-ce qu'on a confiance en ce site-là? Mais là, ça devient problématique parce qu'on n'a plus conscience qu'on achète
Est-ce que tout le monde est revenu? J'ai eu une coupure. Est-ce que on m'entend? Voilà, vous êtes là? Vous êtes là. On en était où? Alors, dites-moi où on en était si vous avez eu une coupure à partir de où? Pascal, je sais pas où il est. Oui, oui, c'est bon. Ok, alors on reprend. Donc on parlait de confiance, conscience d'achat. Ah bah voilà, ok. À partir de à savoir. Alors à savoir, on lui reproche un parcours de paiement trop fluide au détriment de la conscience d'achat. C'est-à-dire que on, on- on a passé notre temps tout à l'heure à se dire est-ce qu'on fait confiance à ce site-là? Là, on a même plus conscience du tout qu'on est en train d'acheter quelque chose. C'est-à-dire que on clique, on clique, on clique, on a une offre intéressante, on clique, et au final, on s'aperçoit même pas qu'on est en train de payer quelque chose ou qu'on est en train de s'abonner. Alors, Pascal, il y a eu une coupure, c'est bon, tu es revenu. Des opérations Oui, effectuées, excusez-moi. d'accord, des opérations effectuées via Internet Plus peuvent ne, peuvent ne pas être faites intentionnellement. Et c'est bien ça le souci. Il était compliqué de se désinscrire de certains services. Et oui, le truc, c'est que ça, demandez à vos enfants ou vos petits-enfants, eux, ils ont très bien compris l'intérêt d'Internet Plus. C'est-à-dire que ça permet d'aller s'inscrire à des sites X ou Y, et la plupart du temps, c'est des sites X, hein, sans demander la carte bleue de papa ou de maman. Voilà. Donc et du coup, les enfants utilisent cette option-là pour aller s'acheter des trucs ou pour aller consommer des services sur internet, et à la fin du mois, la facture elle est énorme de «Bah, dis donc Kevin, qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» «Ah, c'est pas moi, qu'est-ce que c'est que ça, Super Pipa, machin, t t 72 €, hein? Ça va pas, non?» Voilà, donc internet plus. Je vous déconseille pourtant alors, normalement je donne des conseils, hein, mais internet plus, je vous déconseille ce moyen de paiement parce qu'on n'a pas conscience qu'on est en train d'acheter. Hem, Parfois c'est mal fichu, c'est un peu tordu, c'est un peu caché, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, on clique, on clique, on clique, et au bout du troisième clic, c'est fait, tant pis, voilà, et pour se désinscrire, c'est un peu compliqué. Le paiement par tiers de confiance. Le tiers de confiance permet de s'assurer, de rassurer les acheteurs et les vendeurs. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que d'un côté, on a les acheteurs qui veulent pas payer sur Internet, mais de l'autre côté, on peut avoir des vendeurs qui ont peur de vendre et de se faire arnaquer par des acheteurs sans scrupules. Donc, le tiers de confiance, ça élimine le risque lié à l'inspection de l'objet par l'acheteur avant le paiement final. Et oui, parce que des fois, on envoie l'objet. En tant que vendeur, on envoie l'objet et puis au final, le gars dit: «Non, non, je ne paye pas l'objet parce que l'objet il est cassé». Alors qu'en fait non, il est pas cassé, il marche très bien et le gars il a arnaqué. C'est très utile pour les plateformes de vente entre particuliers comme eBay, Le Bon Coin ou Rakuten. Tiens, levez la main, hop, prochain sujet de webinaire ou d'atelier. Levez la main ceux qui souhaiteraient, qu'on fasse un atelier sur comment vendre sur Le Bon Coin. C'est-à-dire qu'ensemble, on crée un compte, et on prend des photos de sa collection de timbres, et puis on les met sur Le Bon Coin et on met ça en ligne. Bon, bah, rendez-vous est pris. Je vous laisse contacter Gwendoline. Voilà. Plutôt comment acheter? Bah oui, il y a achat et vente sur Le Bon Coin. Alors ça, on en parlera aussi dans les arnaques sur internet, les arnaques sur les sites internet. Auquel cas, je vous expliquerai comment éviter de se faire arnaquer comme vendeur ou comme acheteur sur Le Bon Coin ou sur ce site de vente. Mais c'est surtout sur Le Bon Coin, puisqu'on est en France, et que Le Bon Coin, c'est vraiment le numéro un à ce niveau-là. Ils ont fait des efforts, mais il y a eu énormément d'arnaques, même encore aujourd'hui. Alors, comment ça fonctionne? Le client envoie son paiement à l'organisme de tiers de confiance. Donc il envoie, ça peut être la plateforme même, mais ça peut être d'autres tiers de confiance. Donc vous envoyez l'argent. Donc ça prouve que l'acheteur
à dépenser de l'argent. C'est le tiers de confiance qui garde l'argent. Et il va dire au vendeur, c'est bon, le pigeon, il a payé. Alors, du coup, le vendeur envoie l'objet à l'acheteur. L'acheteur, il reçoit son produit, il inspecte le produit. S'il dit, bon, ben, le produit il est conforme, alors le paiement est versé au vendeur. Si jamais l'acheteur est déçu du produit, ah bah non, ça me plaît pas, ça marche pas, tout ça, il renvoie l'objet au vendeur. Le vendeur réceptionne le produit, vérifie qu'il n'a pas été abîmé pendant le transport et va dire au tiers de confiance de rembourser l'acheteur. Ça, c'est vraiment pas mal parce que ça permet que vendeur et acheteur soient rassurés. Alors, comment reconnaître une boutique en ligne digne de confiance? Il y a énormément de choses à savoir, mais on va essayer d'être synthétique. Donc, n'entrez pas dans n'importe quelle boutique. Voilà, ça c'est le conseil à 10 balles, ne rentrez pas dans n'importe quelle boutique. Vous allez me dire, t'es gentil, mais comment est-ce qu'on reconnaît une boutique digne de confiance? Alors, avant d'effectuer un achat sur un site marchand, assurez-vous de la notoriété. Il y a des sociétés spécialisées qui collectent les avis des internautes qui ont choisi ces sites marchands et notent sur plusieurs critères. Vérifiez que l'adresse du site que vous visitez est sécurisée par un petit cadenas et qui commence par HTTPS. Donc, si vous voyez de quoi on parle, dans la barre d'adresse de votre navigateur, devrait y avoir un petit cadenas fermé de pardon, de couleur verte ou grise. Oui, alors oui, les avis vérifiés. Alors, les avis vérifiés, c'est sérieux. Alors, il y a des vrais sites d'avis vérifiés qui sont des sites indépendants, mais il peut aussi y avoir des avis complètement bidons qui sont sur le site web même en question. Donc, vous arrivez sur un site, vous voyez une tonne d'avis qui disent ah, ce produit est merveilleux, signé Micheline, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si elle a vraiment acheté. Ah là là, euh, le- ce truc-là, le site est vraiment de confiance, j'achète plusieurs fois chez eux, ça marche très bien, tout ça, tout ça. S'il n'y a pas la source, on ne peut pas savoir si la personne a vraiment effectué un achat. Bon, auquel cas, vous allez vous tapez sur votre navigateur, vous cherchez avis vérifié ou avis certifié, et vous mettez le nom de la boutique. Donc, admettons, vous voulez acheter une pièce automobile, vous tapez, comment dire, euh, avis vérifié bagnoleplus.fr et vous allez voir si il y a des avis sur ce site-là. HTTPS n'est plus trop une valeur sûre maintenant, il faut quand même être prudent. Alors, HTTPS, c'est le minimum syndical, c'est le minimum vital à vérifier pour un site de confiance. C'est aussi minimum vital que de se laver les mains après être allé aux toilettes, quoi. Pour en dire, c'est ça, quoi. C'est tellement, ça doit être vraiment la première chose auquel on pense. Si vous voyez que si vous êtes sur un site marchand sur lequel vous pensez que vous avez un panier, que vous commencez à rentrer des coordonnées et tout ça, et que vous voyez que c'est pas sécurisé, non, c'est même pas la peine. Voilà. Donc de base. Euh, Après, vous pouvez voir s'il y a des avis sur ce site. Alors, un site super joli, super classe, super beau n'est pas forcément digne de confiance, hein, attention. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette boutique en ligne, alors ça peut exister, hein, des nouvelles boutiques, hein, posez-vous quelques questions ou effectuez quelques contrôles. Les informations sur l'entreprise sont-elles claires et complètes? Est-ce que quelque part, dans le pied de page du site web, il y a marqué bagnoleplus.fr, une société du groupe machin, SAS, avec le sirène et tout ça? C'est pas forcément marqué dans le bas de page, mais vous devez au moins avoir un lien qui s'appelle mention légale ou conditions générales de vente, ce genre de choses. Euh, et dans ces liens, il y a tout le blabla qui explique d'où vient la société, qui est société avec l'adresse. Est-ce que vous pouvez les contacter par téléphone ou par email? C'est important de savoir
si vous allez pouvoir les contacter. Parce que si vous avez un pépin, que vous pouvez pas les contacter, c'est dommage. Voyez aussi quelles sont les garanties de livraison et de retour. Ça aussi, ça doit être marqué dans les conditions générales de vente. Parfois même, c'est un lien à part où il y a marqué conditions d'expédition ou de retour, où c'est expliqué que on accepte ou pas les retours, c'est garanti tant ou pas. Alors les retours, parfois ils acceptent pas, parfois ils acceptent sous condition, ça doit être marqué. Consultez aussi les conditions générales de vente. Alors les conditions générales de vente, vous savez que ça fait 3 kilomètres. Prenez au moins 1 minute pour les parcourir, juste pour vérifier que c'est pas un truc bidon copier-coller qui a rien à voir avec le site. Prenez au moins faites juste la vérification que les conditions générales de vente sont cohérentes. Après, vous allez sur les paragraphes qui vous intéressent si vous voulez. S'il n'y a pas du tout de conditions générales de vente, c'est embêtant. Essayez de trouver donc des avis des internautes sur les moteurs de recherche. Et voyez si votre vie privée est protégée. Maintenant, est-ce que il y a marqué quelque part que vous pouvez accéder ou demander la suppression de vos données sur le site en question? C'est-à-dire que si vous commandez une fois, ils vont peut-être vous conserver votre fiche client à vie. Si vous n'avez plus envie d'avoir vos informations dans ce site-là, vous devez pouvoir savoir comment les contacter si vous voulez disparaître de chez eux. En cas de fraude, alors à quelle fraude s'expose-t-on si on va commander sur un site malhonnête? Alors un site malhonnête peut être malhonnête à plusieurs titres. Soit ils vont vous voler votre identité, c'est-à-dire vous allez faire votre transaction, ça va marcher ou pas, mais ils auront récupéré votre identité. Ils peuvent aussi voler vos numéros de carte. Ça, c'est embêtant. Alors on a vu que maintenant pour faire des paiements par carte sur Internet ou pour utiliser frauduleusement votre carte, ça devient de plus en plus compliqué. Mais dans certains pays, il est possible de payer par carte sans qu'il y ait tout ce cirque de confirmer par téléphone ou quoi. Mais vous pouvez aussi être exposé à une fraude de tromperie sur la marchandise. C'est-à-dire que vous commandez une cafetière automatique Wi-Fi et vous recevez un porte-clés à la place. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Donc la fraude, elle est aussi sur la marchandise que vous recevez. Alors, si jamais vous soupçonnez que vous vous êtes fait empapaouter sur un site, faites opposition. Si vous n'avez pas eu la présence d'esprit de payer par PayPal ou de payer par carte bleue virtuelle, faites opposition sur votre carte. Voilà. Tant pis pour vous, ça vous apprendra. Contactez le support client pour peu qu'il y en ait un. Pour peu qu'il y en ait un. Contactez PayPal. Là où c'est très fort PayPal, c'est que PayPal, ils ont une armada d'avocats et de moyens de lutte contre la fraude et de protection des acheteurs. Donc si vous vous faites avoir sur un site sur lequel vous avez payé par PayPal, vous pouvez ouvrir un litige et PayPal s'occupe de tout. C'est pas forcément dit que vous obteniez satisfaction, mais au moins vous avez l'appui d'avoir Monsieur PayPal qui vous épaule. Et ça, c'est pas rien. Contactez aussi si en cas de fraude manifeste. Alors, conservez tous les emails, conservez toutes les factures, conservez tout ce que vous avez reçu, toutes vos communications avec le site web. Et si vous n'avez jamais reçu votre commande, ça peut arriver aussi, hein, soit vous recevez de la merde, soit vous ne recevez rien du tout. Contactez la DGCCRF. Alors je vais vous le faire. Direction générale de la concurrence, du commerce et de la répression des fraudes. Voilà. C'est un des acronymes les plus longs, hein, ça. Déposer plainte aussi. Donc, contactez la DGCCRF, vous allez expliquer, voilà, j'ai commandé une cafetière, j'ai reçu un porte-clés. Sur ce site-là, c'est des vilains, il faut que ça cesse. Déposer plainte aussi. Vous allez au commissariat ou alors vous faites une pré-plainte en ligne et vous allez déposer plainte. La plainte, elle est essentielle pour pouvoir entamer les démarches de remboursement auprès de votre banque.
Voilà, on arrive au bout. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai été synthétique et j'ai été rapide, mais ça, tout ça, c'est des choses auxquelles on va pouvoir parler maintenant dans quelques instants dans la rubrique questions-réponses. Et je vous propose aussi d'autres ateliers pratiques. Alors, vous contactez Movadom et dites ce qui vous intéresse. Comment réserver des billets de train, d'avion ou de spectacle. Alors, je ne sais pas si on a déjà fait des vidéos là-dessus, mais on peut faire des ateliers dans lesquels on va tous ensemble acheter un billet de train, d'avion ou de spectacle, créer un compte PayPal, effectuer son premier achat sur Internet. Comment vendre sur Internet, vendre ou acheter sur Internet avec Le Bon Coin, et aussi acheter sur des sites à l'étranger. La SNCF ne prend pas PayPal et c'est bien dommage. Merci, Voilà. merci Julien. Effectivement, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction et tout en bas du questionnaire, vous avez une petite partie que vous pouvez remplir avec toutes les thématiques dont Julien vient de vous proposer de faire. On répondra à toutes les questions qui sont dans le chat dans quelques instants. Donc, ce questionnaire de satisfaction, donc, vous l'avez compris, est utile pour nous pour faire un retour à notre financeur, mais également pour vous proposer, pour que Julien puisse préparer des nouvelles conférences et des nouvelles thématiques. Je vais vous mettre le lien dans le chat en direct. Sinon, n'hésitez pas, il sera dans la description aussi de la conférence. Voici nos autres projets. Donc, vous avez la chaîne YouTube de Gwendoline Cotresse, donc mettez des petits likes, des petits pouces, abonnez-vous. Vous retrouvez toutes les visioconférences que nous faisons à chaque fois. Vous pouvez retrouver toutes les thématiques. Pour vous inscrire à nos visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Même chose, partagez ce lien avec vos amis et vos proches. Le livre audio, ça se passe sur movadom.com/livre. Vous pouvez le télécharger et l'écouter quand vous voulez. Et puis, les nouveaux podcasts sur le déménagement et les logements, les différents types de logements seniors, c'est sur go.movadom.com/podcast. Voilà, toutes les petites nouveautés. On se retrouve donc jeudi à 10h30 pour une visioconférence sur l'équilibrage alimentaire avec une nouvelle intervenante, il me semble. Merci encore à Julien, merci à la conférence des financeurs du département de la Seine-Saint-Denis. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur contact@movadom.com et à vous inscrire pour suivre nos visioconférences. On se retrouve dans quelques instants pour ouvrir les micros. À bientôt. Merci Au Julien. revoir.